l'après Madablam, le creux était aussi profond que la Madablam était haut. S'il devait m'arriver quelque chose en haute altitude, j'ai insisté pour demander à ce que ma dépouille ne soit pas rapatriée. J'ai pleuré pendant, sur le quart d'heure, facilement 5 à 10 minutes. C'était juste l'émotion qui retombait, réaliser où j'étais. Je supporte l'inconfort avec l'idée du confort qu'il y aura après. Bienvenue dans l'entrejeu. If I speak, I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans l'entrejeu, le podcast qui explore le sport à travers ses coulisses, ses histoires et ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Pour ce 5e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Simon Niklaus, un alpiniste suisse qui s'est donné une mission de vie, gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le style le plus pur possible. On a parlé de la façon dont il prépare ses expéditions, de sentimental, d'inconfort, de l'importance de savoir mettre son ego de côté face à la montagne et de plein d'autres sujets. Avant de vous lancer dans l'épisode, un petit mot pour vous dire que j'ai lancé la newsletter de l'entrejeu. Une fois par mois, j'y partage 2 réflexions en lien avec les épisodes. C'est gratuit et pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de se rendre sur www.entrejeu.ch. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Salut Simon. Salut Cyril. Bienvenue dans l'entrejeu, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Mais plaisir partagé, je te remercie. Merci de t'être déplacé. On va discuter aujourd'hui de sport, d'alpinisme, de montagne, d'expédition, de ton parcours, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire, de ce que tu souhaites faire, comment tu vas le faire et d'autres sujets de la vie de manière plus générale. Bienvenue dans l'entrejeu, comment tu vas ? Écoute, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. On vient de reprendre, vu que je suis enseignant maintenant, on vient de reprendre. Donc ça allait mieux il y a quelques jours, mais on tient bon. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et un peu plus en détail aussi tes activités sportives, tes objectifs en matière d'alpinisme et ce que tu as déjà fait en gros, un petit peu qui tu es. Alors je m'appelle Simon Niklaus, j'ai 31 ans. J'ai une enfance un petit peu atypique parce que je suis né en Suisse, mais j'ai grandi en Afrique centrale. Mes parents étaient missionnaires en Afrique centrale, donc j'ai grandi entre le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique. Et je suis arrivé en Suisse à 13 ans. Donc j'ai grandi dans les pays chauds, un peu atypique pour un alpiniste. Après quelques années à m'être passionné de voyage et de plongée sous-marine, l'alpinisme est ma passion depuis 2018-2019, on va dire. J'y m'y suis mis, on va dire, un peu plus sérieusement en 2020. J'ai le projet, on va dire un peu fou, depuis 2018, d'un jour réussir à faire le sommet des 14 plus hautes montagnes du monde, les 14 sommets de plus que 8000, dans le style le plus pur possible. Donc ça veut dire sans oxygène et sans assistance. Et tout ce que je fais depuis 2018, chacun de mes choix a reflété en fait un peu ce rêve et chacun de mes choix de vie a été pris dans la direction de cet objectif pour lequel j'ai un peu une vision tunnel, on va dire. Et voilà, professionnellement, j'ai mis un peu du temps à trouver ma voie. En ce moment, je suis à moitié enseignant, donc enseignant remplaçant sur mandat dans toutes les différentes écoles de Bienne quand ils ont besoin de moi. Et le week-end ou quand j'ai envie d'arrondir les fins de mois, je suis également aide-soignant dans un EMS ici à Bienne. Ce qui me permet de travailler 7 jours sur 7, les jours là où il fait moche et que je peux pas aller en montagne. Ou alors de tout d'un coup prendre un mois de congé pour aller gravir une montagne sans avoir besoin de prendre des vacances. Magnifique. On aura du coup l'occasion de revenir en détail sur le projet, comment tu vas t'y prendre, tout ce qu'il y a autour. Actuellement, où est-ce que tu en es dans le projet ? Est-ce que tu prépares une prochaine expédition ? Tu m'as dit juste avant que tu sortais de la Concagua, c'est ça ? Dans quelle phase du projet es-tu actuellement ? Alors, j'ai commencé par gagner de l'expérience on va dire en alpinisme dans les Alpes ici, sur les 4000, les 3000, en grimpe, etc. C'est relativement bien établi. J'ai fait le sommet de 47 ou 48, je sais plus, des 82 4000 des Alpes, qui est un projet parallèle, on va dire. J'ai fait ma première expédition himalayenne en 2023, en octobre-novembre, avec Daniel Benito, un ami à moi.
où on a fait le sommet de la Madablam, donc 6812, le sommet qu'on voit dans le film d'Inox Tag Kaizen, qui a l'air raide comme ça. C'était la première expédition himalayenne. Et récemment, en janvier 2024, je suis allé en Amérique du Sud pour faire la Concagua, donc une petite centaine de mètres au-dessus de la Madablam, 6900, quelque chose comme 62, presque 7000 mètres. Une montagne beaucoup plus facile techniquement, mais avec l'objectif d'y aller en autonomie totale, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'une agence et d'avoir... on avait pris 17 jours de nourriture, et puis on s'organisait sur les camps d'altitude, on voulait être dépendant que de nous-mêmes, histoire de s'entraîner du coup à ces ascensions himalayennes plus techniques. Et ouais, l'idée c'est de passer, je pense en 2026, le premier 8000. Et cette année, peut-être encore un sommet à 7005 pour tester une dernière fois le corps avant de franchir la barre fatidique des 8000 l'année prochaine. Ou alors, à voir. Si l'occasion se donne, peut-être le premier 8000 cette année déjà. Tu parles d'autonomie totale. Ça veut dire que tu as des Sherpas quand même ou pas du tout? C'était vraiment... Alors, autonomie totale, il n'y a rien du tout. Okay. C'est autonomie totale, pour moi, c'est tu t'occupes... Pour moi, ça commence au-dessus du camp de base. Pour moi, s'il y a une équipe au camp de base, quand tu prends une ascension, par exemple, en Himalaya, tu peux choisir soit le full service, et du coup, tu as des Sherpas qui te montent ta tente au camp d'altitude, qui te font à manger, etc. Ou ce qu'on appelle un base camp service. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu es nourri logé au base camp, mais que tu es indépendant au-dessus du base camp. Et selon ma définition de l'alpinisme ou de l'himalayisme, l'ascension commence au-dessus du camp de base. Donc, si pour la Concagua, c'est plus pour des raisons financières qu'on l'a fait, mais pour les ascensions himalayennes, j'exclus pas, par exemple, d'avoir les repas préparés au camp de base, si l'expédition est en place. Et c'est uniquement pour les camps d'altitude, les ascensions, qu'on n'a pas de porteur, pas de Sherpa et personne qui cuisine quand il fait moins 40 degrés dehors, donc en 4 par exemple. Ok, je vois. Je me posais la question parce que j'avais justement vu que tu voulais avoir un style d'ascension qui dépend pas trop, où tu es responsable de toi au maximum, c'est juste? C'est ça. L'une des plus grandes critiques de l'himalayisme, je pense que tu as vu, c'est les riches touristes. J'ai même des questions. T'as même des questions. Alors, du coup, on peut garder pour plus tard, alors. Mais je ne voulais justement pas être comparé à ces riches touristes qui se font monter en haut de l'Everest. Je voudrais, dans la mesure de mes capacités, bien sûr, réussir ces ascensions le plus possible en ne dépendant que de moi et de mes propres forces. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible sur ces 8000 hyper commercialisés? Ça reste le principal défi. Je pense que mon principal défi, ça peut être les finances, mais ça va surtout être comment me frayer un passage dans ce monde-là. Je vois. Puisqu'on y est, allons-y sur ce sujet-là. Quelle est la situation aujourd'hui sur ces expéditions? Aujourd'hui, il y a même des classes VIP presque. Il y a des classes VIP, des pas matelas, presque. de la cuisine, des oreillers, la chambre chauffée et tout. Quel est ton avis là-dessus, même si j'ai une petite idée de ce qui va être? Il faut que je pèse mes mots. On va pas se mentir, ça fait toujours du bien un peu de chaleur au camp de base parce que les conditions en altitude sont compliquées. Mais je trouve que la phrase qui me vient à l'esprit, parce que j'ai rien du tout préparé, ce serait la folie des grandeurs. Tout comme on a eu avec les buildings, de vouloir construire toujours plus haut, toujours plus grand. On atteint des sommets, c'est le cas de le dire, dans des démarches ou des items de confort qui, moi, me semblent ahurissantes. C'est-à-dire que si on choisit pour moi de faire une expédition, on accepte de laisser une part de confort à la maison. Et ce besoin de répliquer dans les moindres détails le confort qu'on pourrait avoir dans notre foyer à la maison, dans le camp de base, non seulement j'en vois pas l'utilité, et je vois aussi à quel point déjà que le tourisme de masse
nuit gravement à la montagne là-haut. Le fait de faire des transports en hélicoptère supplémentaires pour amener des couvertures chauffées, on pourrait clairement économiser un vol ou deux en hélicoptère. Bien sûr que la solution idéale, ça serait pas d'y aller du tout, mais on peut essayer d'y aller en minimisant notre impact, on va dire ça comme ça. Et c'est pas du tout ce qui est fait en ce moment. Aussi dans l'approche, dans les témoignages que je regardais de Sherpa ou autres, il y a une approche de l'alpinisme qui est pas la même. Ils viennent pas comme alpinistes, ils viennent comme touristes finalement. Et du coup, ça m'amène sur la question qui était liée, c'est que est-ce que quand toi tu fais une expédition, que ce soit sur la Madablam ou autre, est-ce que tu te considères comme un touriste ou est-ce que l'approche est différente parce qu'il y a tout ce bagage technique d'alpiniste et cette démarche, cette volonté de qu'est-ce que ça représente d'être alpiniste par rapport à être un touriste? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, c'est vite vu, le touriste, il a des gens il a des, en guillemets, des serviteurs. Comme un touriste qui y va, il a un guide, il a un machin. Un touriste qui va dans un restaurant, il a un serveur qui le sert, etc. Et très clairement, la majorité des clients, parce que c'est des clients de ces expéditions-là, ils vont comme touristes. Idéalement, bien sûr, ce serait génial de ne dépendre de personne, de pas du tout être attaché à une de ces genres d'expéditions et d'y aller. Et puis les vrais alpinistes, c'est ceux qui vont faire des sommets encore jamais gravis ou très peu gravis par une nouvelle face, des Benjamin Védrine ou autres. J'ai clairement pas leur niveau. Mais très clairement, je me considère pas comme un touriste parce que quand on y va et quand on est allé à la Madablam, on a en guillemets dû prendre le full package parce que la Madablam est un cas très particulier. Il y a à peu près 14 emplacements de tente au camp 2 et si on arrive en tant que grimpeur solo en voulant installer notre tente, c'est vite vu dès le premier jour de la saison. Toutes les grosses agences ont déjà mis leur tente sur l'arête et t'as juste pas la place en fait. Et du coup, on s'est résolu à prendre un Sherpa pour deux qui était très sympa. Nawang Tindu, il s'appelle. Mais on l'a pas du tout considéré comme notre porteur. C'est-à-dire qu'on a tout divisé. La tente, on l'a divisée par 3. On a divisé la tente qu'on a montée au camp 3. On l'a séparée dans les 3 sacs. On a chacun monté une partie. Et c'était pas du tout une ascension guidée. Et même Nawang, c'était sa première fois au sommet. Il avait 2 fois eu des clients les 2 années précédentes qui ont dû faire demi-tour avant le sommet. Et donc, du coup, on a fait ce sommet à 3, Daniel, Nawang et moi. Et c'était pour nous 3 la première ascension de la Madablam. Donc, la joie au sommet, sa joie était pareille que la nôtre, en fait. Donc, c'était pas du tout comme ces guides qui montent des gens au sommet du Mont Blanc pour la 1001e fois et puis qu'on n'a juste plus rien à faire. Et ça, c'était fort aussi. C'était de la chance. On n'a pas choisi un Sherpa qui avait jamais fait la Madablam encore, mais on a eu cette chance-là d'avoir quelqu'un pour qui c'était une première aussi. Et tu lis, je pense, quelque chose de plus spécial aussi après dans la relation que tu as avec lui pour la suite, pour l'après, la descente, et peut-être le souvenir que lui va garder de vous et toi et vous de lui. Mais ça restera son premier sommet aussi, ses premiers clients, etc. Ouais, c'est cool. Et puis, ouais. Je me souviens qu'avec Daniel, on a vraiment cherché ça. On a cherché à... de par mon bagage, en fait, de grand voyageur, j'ai toujours aimé me mélanger. Je déteste les resorts all-inclusive, etc. J'aime aller dans les petits boui-boui, me mélanger à la population, etc. Et du coup, je détesterais avoir cette vision du blanc qui vient au Népal avec son argent et puis qui vient gravir et puis qui a les Sherpas qui le servent. C'est eux qui fixent les cordes, c'est eux les vrais héros. Et du coup, je me mettrai jamais au-dessus d'eux. Et je me souviens qu'avec Daniel, on a essayé de se mêler, mais il y a un clivage qui est très fort quand même. De par les années et les années, enfin le film Everest, je crois que c'était dans les années 90. C'est quand il y a la catastrophe, il me semble 1996, je sais plus. Ça fait du coup 30 ans, voire plus que l'Everest et ses gros sommets sont commercialisés. Et ça a créé un clivage. À cause, justement, de tous ces gens qui viennent en touriste, il y a un clivage des cultures et on sent une certaine réticence à se mêler avec les touristes. Mais à force de persévérance, on a réussi à tisser des liens, à se mêler, ne serait-ce que pour une soirée à la fête d'après-sommet, etc. Mais
Mais ouais, ce clivage il est bien établi et puis c'est compréhensible quand on voit l'attitude de certains touristes. Donc, Je vois. T'as dit que t'étais un grand voyageur. On va un petit peu explorer ton parcours. D'abord, il y a une phrase qui m'a marqué après ton ascension à la Madame. T'as dit dans le journal du Jura, je cite, « Je ne veux pas d'une famille ou d'une maison, je veux grimper les 14 sommets de plus de 8000 mètres sur cette planète, c'est mon seul objectif. » C'est quoi? Comment tu vois cet objectif? C'est une sorte de mission de vie ou comment tu le définis toi? Comment tu le vois? alors, c'est vrai que j'ai dit cette phrase-là. Du coup, je la prends pour préciser juste sortie du contexte Non, dans l'article. totalement. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai. C'est exactement ce que je disais au début de l'enregistrement. C'est que la plupart des gens sont guidés par une envie de un jour fonder une famille et se voient vieux avec leurs petits-enfants, etc. Ou se voient riches avec un yacht, ou se voient avec 5 voitures, etc. Et je pense qu'on a tous besoin de quelque chose, d'un moteur dans la vie qui nous fait avancer vers quelque chose. Parce que sinon, chaque jour ressemble au précédent. Chaque week-end ressemble au précédent. Et j'ai pas envie de vivre ma vie en attendant le week-end, en attendant les vacances, en attendant la retraite pour commencer à vivre. Et du coup, je me suis choisi cet objectif. Et l'histoire de la famille, de la femme, des enfants, c'est parce que je suis très conscient que c'est extrêmement dangereux. Encore plus de le faire sans oxygène. Il y a des dangers dont on est responsable, il y a des dangers dont on n'est pas responsable, tout ce qui est avalanche, tout ce qui est chute de pierre, chute de sérac, tremblement de terre, etc. Et je sais pertinemment que s'il y a aussi peu de gens qui ont réussi sans oxygène, c'est parce que la montagne, elle a dit stop. Il y a des très grands alpinistes qui ont dû arrêter, il y a des très grands alpinistes bien plus expérimentés que tout ce que je serai jamais, qui sont morts en le faisant. Malgré tout, je garde en fait cette envie, cette passion dévorante. Pourquoi les 14 8000? C'était avant que ce soit à la mode déjà. C'était avant que ce soit à la mode. C'était avant que Nimsdai fasse son projet. Nimsdai que j'ai rencontré d'ailleurs juste avant qu'il fasse le Choyu, je crois. Est-ce que c'est celui qui a fait un docu Netflix ou pas? C'est ça, Celui, okay. 14 Peaks, ouais. Si un jour il écoute ce documentaire. C'était avant que ce soit à la mode. C'était avant que les gens entendent parler à grande pompe de ces 8000. Et c'est clair que vu que je suis pas millionnaire, le temps que je construise mes skills et le temps que je réunisse les fonds nécessaires pour commencer, parce que c'est un sport qui coûte cher, ben c'est devenu un terrain de jeu à milliardaires. Mais qu'est-ce que je recherchais? Je reviens juste d'abord sur le fait de ne pas avoir de femme et d'enfants. C'est parce que je sais pertinemment que ça peut être risqué. Et si les rôles étaient inversés, je pense pas que je pourrais avoir une femme si moi, par exemple, ma passion, c'est l'équitation ou, j'en sais rien, le golf. Je pense pas que je pourrais avoir une femme qui part 2 mois, 3 mois par année sans réseau, à gravir les sommets les plus dangereux de la planète, avec justement l'incertitude, est-ce qu'elle revient pas, le stress constant. Et du coup, vu que je veux pas être hypocrite, j'aurais pas envie d'infliger ça à qui que ce soit. Et je ne voudrais pas non plus infliger de veuvage ou rendre mes enfants orphelins. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dit cette phrase-là. C'est parce que c'est ma priorité. Après, on va dire, on pourrait pallier à cela en trouvant quelqu'un qui est dans le milieu. C'est ce que j'ai cru avoir trouvé un moment. Finalement pas. Mais ouais, pourquoi? Je sais pas ce que ça représente, le dépassement de soi. Je pense que c'est un des milieux les plus inhospitaliers pour l'homme. Et avant que ce soit hyper médiatisé, il y avait ce côté de quiétude et de dépassement dans le silence. La société dans laquelle on vit est relativement anxiogène. On n'a qu'à regarder, allumer les nouvelles, voir ce qui s'y passe. Et je pense que la montagne a toujours été pour moi un échappatoire à justement toute cette anxiété dans la société. Et puis, les 8000, c'est quoi sinon le plus loin, ou en distance verticale, qu'on puisse s'éloigner de la société? Les puristes diront, ouais, alors dans ce cas-là, il faut aller faire des pics remote qui n'ont jamais été gravis. Oui. Mais il y a ce côté que je suis toujours quelqu'un qui suis all-in, et donc du coup,
les plus hauts, les plus difficiles au niveau, en tout cas, pulmonaire et physiologique. C'est ça qui m'a attiré. La difficulté technique m'a jamais vraiment attiré dans l'alpinisme, je dois dire. Par contre, de rendre le corps humain plus résistant, ça oui. Et je pense que c'est ça, c'est essayer de construire une machine le plus indestructible possible avec son corps. Ton rapport à la montagne, du coup, t'en parles. Pour revenir un peu en arrière, comment il s'est fait, peut-être si tu peux nous expliquer un peu ton parcours sportif, comment t'arrives à la montagne finalement? Alors, parcours sportif, j'ai toujours été hyper individualiste, j'ai jamais aimé les sports d'équipe, j'ai jamais été doué dans les sports d'équipe, j'allais toujours au goal à l'école quand il fallait faire un sport de ballon ou quoi que ce soit. J'étais le masochiste qui sautait sur les balles au handball, le gardien de but au hockey qui se ramassait des pétés parce que j'avais pas peur. J'étais vraiment nul en coordination, par contre j'aimais bien être le dernier rempart. J'ai commencé le sport vers tard, 17-18 ans, course à pied, du vélo et triathlon par la suite. C'est les quelques fois où j'ai fait des courses, Grand Prix de Berne, semi-marathon, marathon. Et c'est là aussi que j'ai commencé les challenges un peu stupides à me lancer. J'ai jamais eu comme objectif de faire un résultat, tu vois. Ça a toujours été contre moi-même. Je m'étais entraîné à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'ai accompagné mon oncle 100 km de Bienne à vélo, en tant que vélo coach. Et je lui avais dit, un jour, je ferai cette course, elle est incroyable. Du coup, l'année d'après, j'ai fait le semi. L'année d'après, le 42. Je m'entraînais pour faire le 100 kills. Et j'étais à l'armée, j'avais une dérogation supplémentaire pour m'entraîner encore le soir à 22h quand les autres allaient au lit. Mais je me suis fait une fracture de fatigue. Étonnant. Ouais. Mais donc, du coup, j'ai jamais fait ces 100 kills. Mais c'est le genre de truc, quand j'ai arrêté pilote de chasse, la semaine d'après que j'ai arrêté pilote de chasse, j'ai pris mon vélo de course, mon sac à dos, et je me suis fait le projet j'ai fait tracer sur Google Maps tous les chefs-lieux de tous les cantons à vélo. Donc, j'ai fait 1500 km à travers la Suisse en 14 jours, en passant par tous les chefs-lieux de tous les cantons. Donc, je suis allé jusqu'à Genève. J'ai même fait un aller-retour de 40 km juste pour aller faire la photo du panneau Glaris. C'est le genre de défi que je me suis lancé à 18 ans. J'ai pris mon sac à dos, mon vélo, et puis je suis parti. Et puis ça, j'ai toujours aimé les trucs spontanés qui sont les défis un peu ahurissants. Et voilà. Et la montagne, j'y suis arrivé. Parce que j'ai eu des problèmes de genoux après, donc j'ai arrêté la course à pied. J'ai fait que du fitness pendant quelques années. Je me suis tué un grave problème de santé, là où j'étais sévèrement anémique pendant 5 ans. Ils n'ont pas trouvé ce que c'était, jusqu'en 2021. Mais j'ai quand même commencé l'alpinisme à côté, ça ne m'a pas dérangé, mais je me faisais des perfusions de fer toutes les 2 semaines. Ouais, j'ai pas été épargné. Jusqu'à ce qu'ils me retirent un bout d'intestin comme ça, parce qu'ils ont dit, ça devrait pas être là, ça devrait se résorber à la naissance, puis en fait, ça vous fait perdre du sang. Ça vous fait perdre du sang en continu. Donc ouais, j'ai pas été épargné. Ça m'a du coup même limité dans le fitness, parce que j'étais à bout de souffle. Forcément, j'avais 40% du fer d'une personne normale, de l'hémoglobine aussi, du coup. Et l'alpinisme, on a eu un cours j'ai fait un master en biologie et sport. On a eu un cours d'escalade. Et après ces 5 jours d'escalade, j'ai commencé à regarder des vidéos d'alpinisme. Et puis je me suis dit, c'est cool en fait. Et après, j'ai commencé à regarder des vidéos d'himalayisme et la passion était née. C'était en septembre 2018, je dirais. J'ai toujours aimé de toute façon faire des sommets en rando. Mes parents, c'était impossible qu'ils me fassent bouger pour une randonnée. Là, on faisait juste le tour du lac. Il fallait qu'il y ait un point haut. Il fallait qu'il y ait un col. Il fallait qu'il y ait un sommet. Et c'est juste que ça s'est transposé, on va dire, à la plus haute altitude. Comment t'as commencé à construire tes skills d'alpiniste? Par quoi t'as commencé? Quelles sont les premières étapes? Par quoi tu commences? Et crescendo, qu'est-ce que tu fais de plus en plus dur ou de plus en plus technique? Comment t'as fait tout ça? Alors, randonnée, j'avais déjà une bonne base de rando. Je suis revenu en Suisse après mon tour du monde pendant le Covid. Donc tout était fermé et ça a été randonnée. La première fois que je me suis entraîné, c'était 2018-2019, donc avant le tour du monde. Des randonnées de plus en plus longues, de plus en plus lourdes, en prenant des sacs à dos exprès hyper lourds, en prenant la tente. J'avais toujours, en fait, vu que j'avais cet objectif d'Himalaya, j'ai toujours l'objectif de me compliquer la vie le plus possible.
C'est-à-dire que même s'il y avait une cabane, j'allais prendre ma tente, j'allais prendre de l'eau, j'allais prendre le réchaud, j'allais me cuisiner et j'allais mettre la tente à 300-400 mètres de la cabane plus haut. Alors, il y avait l'avantage du fait que c'était gratuit vis-à-vis d'une cabane qui était payante. Après, pendant le Covid, elles étaient fermées. Donc, du coup, c'était... Mais, ouais, je crois que c'était ça. C'est vraiment des randonnées de plus en plus longues, avec de moins en moins de jours de pause entre les randonnées, de plus en plus exposées. Il faut commencer à mettre les mains. Des T4, T5, il faut commencer à mettre les mains. Et tout d'un coup, j'étais prêt. Je me dis, on va faire le Mont Blanc. C'était avant de partir en tour du monde. J'ai voulu rush les choses, précipiter les choses. Et puis, j'ai dit, on va faire le Mont Blanc. J'avais toujours cette maladie, donc d'anémie, etc. C'est pour ça que ça s'est relativement mal passé pour moi. Mes 3 potes, eux, ils ont réussi à aller au sommet. Mais là, du coup, je me suis entraîné comme un malade. Et avant le Mont Blanc, on a pris 2 guides pour nous 4 qui nous ont fait une école de glace sur 3 jours. Donc, c'est 3 jours de cours autour de Chamonix où ils nous enseignent les techniques de base, marche en crampon, encordement, etc. On va dire les skills basiques pour faire un sommet comme le Mont Blanc. Et depuis là, ça a été entraînement, répétition, répétition. Il y a des cotations en alpinisme comme il y en a en randonnée. Et du coup, j'ai commencé, c'est vite vu, je me suis fait comme side project pendant le Covid, vu que tout était fermé. Je me suis dit, en attendant de faire les 14 000, tu vas faire les 82 sommets de 4000. Et je me suis même dit, l'idée, ce serait de les faire en autonomie totale. Sur les 48, j'en ai fait 17, je crois, en autonomie totale. Ça veut dire en partant depuis la vallée, donc sans prendre les remontées mécaniques jusqu'à Mittelalaline à 3500 ou je sais pas quoi, sans consommer de coca, de rechti ou quoi que ce soit dans les cabanes, sans dormir en cabane. Du coup, ça veut dire que les sommets sont faits soit avec la tente ou le bivouac sur le dos et en dormant à mi-chemin, ou alors en one-shot depuis la vallée. Et j'ai commencé par les tout simples. J'en ai fait à chaque fois un qui était un tout petit peu plus difficile que le précédent, ce qui fait que j'avais toujours les skills nécessaires. J'ai jamais eu besoin de prendre de guide, à part pour les cours que j'ai pris. En m'entourant aussi de partenaires plus expérimentés que moi, qui m'ont du coup appris de par leur expérience, mais sans jamais les utiliser comme guide. J'ai jamais fait un sommet où je me sentais pas capable de le faire. Si la personne n'est pas guide, faut pas la prendre comme un guide. Un guide, il a appris à t'assurer, pas un partenaire plus expérimenté. Et après ça, j'ai encore fait 3 jours de cours en 2021 à Chamonix pour justement les sommets plus compliqués. Donc c'était un follow-up du cours que j'avais fait en 2019. Et depuis, voilà, c'est de plus en plus difficile, crescendo. Toujours un sommet là, un petit peu plus difficile de manière à être toujours un petit peu en dehors de sa zone de confort. Et quelquefois, dès que j'ai déjà fait, les refaire histoire de juste valider les acquis et de réaliser en fait, la deuxième fois, ça va être tellement plus simple en fait, parce qu'il n'y a pas le frisson de l'inconnu, il n'y a pas la difficulté de l'orientation, du chemin, de trouver la route et tout. Et puis voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Beaucoup du coup de préparation, de nouvelles expériences. Je retiens pas aussi, quand tu parles d'inconfort, finalement tu te prépares volontairement à souffrir pour y être habitué quand ça devient de plus en plus difficile. C'est un peu ça? Ouais. J'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais, t'as raison. J'aime dire aux gens, en fait, je me complique la vie volontairement. Mais parce que je sais que là-bas, ce sera pas drôle, en fait. Je sais que là-bas, et le problème, c'est que quand t'as payé, je sais pas combien de milliers de francs ton permis et ton billet d'avion, si tu craques mentalement là-bas, t'as littéralement fichu du fric par la fenêtre. Ici, c'est facile d'abandonner. Il fait froid, je descends, et puis hop, on a un train, on a ça se fait, il y a une Migros, il y a une Coop Pronto. Là-bas, alors oui, tu peux payer pour l'hélicoptère pour traîner à Katmandou, mais du coup, ton expédition sera littéralement fichue et c'est des milliers de francs que t'auras mis. Et du coup, je pense que une partie qui est énormément sous-estimée, c'est l'entraînement, le coaching mental, en fait. Je m'auto-coach mentalement en m'auto-mettant dans des situations les plus improbables possibles, au niveau du sommeil aussi. Une fois, j'ai très très mal dormi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'avais dormi à peine 2 heures. Parce que je sais plus si j'avais bossé un exa ou que j'avais dû rendre quelque chose. Je suis allé faire une randonnée le lendemain avec 20 kilos sur le dos et j'ai marché pendant 9 heures pour aller mettre mon bivouac au sommet d'une montagne. Et voilà, preuve qu'en fait, oui, c'est malsain sur le long terme s'entraîner avec de la privation de sommeil, mais d'entraîner son corps à faire de l'effort
en état de privation de sommeil, c'est s'entraîner à ce qui va arriver là-bas. Enfin, au camp 4 de l'Everest à 7900 mètres, la nuit, on va pas dormir 8 heures. Hein. On fait une petite sieste avant de partir pour le sommet. Et si on ne s'est jamais préparé avant, c'est ça en fait, les gens peuvent faire courir des marathons, machin, oui, mais ils ont eu leurs 8 heures de sommeil, ils ont eu leur petit café, cornflakes, machin le matin, mais si on ne s'est pas entraîné à faire des efforts dans les états de privation de sommeil, dans les états de privation de nourriture, etc. avant, ben, ce sera nouveau quand on y sera exposé là-bas. Et peut-être ça marche, peut-être ça casse, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, ben c'est vraiment dommage que ça casse quand tu es à 880 mètres de ton rêve. Bouleverser la routine pour que tu sois pas trop dans une habitude de à telle heure chaque jour, mon corps fait ça, parce que tu sauras jamais là où ce que tu vas faire. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Ouais, t'as raison, ouais. La plupart des sports, c'est genre, j'ai foot le lundi soir, mercredi soir, jeudi soir, etc. Les gens sont habitués, surtout en Suisse. Les gens, ils aiment bien leur petite routine. Faut que ça soit carré. Ah ouais. Et je suis un peu comme ça. Ah d'accord. Je pourrais un peu être comme ça. Oui, non, je veux contrôler, tout contrôler, tout ça, mais ouais. Quand tu dois te préparer à la contrôlable, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ce qu'ils essaient de limiter, justement, avec ces expéditions commerciales qui sont hyper structurées et tout. Mais peut-être, qui sait, peut-être que je vais me diriger plus tard vers ces sommets inexplorés et puis que ça sera vraiment de la vraie aventure, 100% alpinistique en style alpin et tout. Mais en attendant, ouais, je crois qu'en attendant, j'aime bien me mettre dans l'inconfort, rien que par... Je pense qu'il y a un adjectif qui devrait me décrire, ce serait résilient. La résilience, en fait. Le fait de ne pas abandonner, peu importe à quel point c'est dur. Et ça s'entraîne en se mettant dans des situations stupides, comme je fais constamment. Courir 100 km sur un coup de tête, par exemple, là, récemment, voilà, c'était quand, la semaine passée, c'était ouais. Okay. Ouais. Bah, ça, c'est... Bah, du coup, vu que j'avais jamais vraiment réfléchi à ces 100 km depuis mes 18 ans, et là, c'était les vacances de Pâques, j'avais une semaine de congé, j'avais le cœur brisé accessoirement, et je me suis dit, et si t'allais courir 100 km demain? Il faisait moche, il y avait des orages en plus. Comme si ça suffisait pas, il y avait des orages à 9h le matin, et il y avait des orages à 20h le soir. Donc c'était sûr que j'allais me prendre 2 fois la pluie en plus, parce que j'allais pas aller vite. Et ouais, j'ai emprunté la veste de trail d'un pote, et sans soutien, même pas dans le cas d'une course, même pas avec une foule qui t'encourage. À 9h05, je suis parti de chez moi en trottinant, en me disant, tu vas direction Yverdon-les-Bains. Au kilomètre 38, je me suis dit, je pense qu'au 50, je vais faire demi-tour. Parce que comme ça, j'étais limité par le dernier train, sinon, arrivé avec les pans à 23h47. Et si j'y arrivais pas, je voulais pas devoir interrompre les 100 km à cause du dernier train. Du coup, je me suis dit, en faisant demi-tour, bah, tu vas revenir à Bienne. Et même si tu arrives à 3h du matin, bah, tu auras terminé quand même. J'avais pas de limite de temps. L'idée, c'était vraiment de marcher jusqu'à ce que je puisse plus. Avec les écouteurs qui lâchent au kilomètre 40. Exactement. Ah oui, c'est ça. En plus, ça, par contre, c'était pas prévu. J'ai emprunté le casque, je vais pas faire de la pub négative, mais c'est casque à conduction osseuse d'un pote. Les miens étaient en réparation, du coup. Mais j'ai même pas regardé la durée. J'aurais pu prendre le chargeur. J'avais un powerbank dans le sac, mais ouais. Après à peu près 4 ou 5 heures d'utilisation, il m'a lâché. Et du coup, on se retrouve seul avec ses pensées et la douleur physique. Et ouais, bah ça, pour le coup, c'est un inconfort auquel j'étais pas préparé parce que toute ma vie, même en montagne, même quand je vais en rando, j'ai toujours de la musique. Quand je suis en groupe, sur un glacier, etc., non. Mais sinon, j'ai vraiment toujours la musique. Et là, d'être confronté au silence, l'après-midi, ça allait, il y avait des gens, il y a des promeneurs et tout. Mais dès qu'il fait nuit, dès que l'orage arrive à 19h, c'était sous la pluie, il n'y avait même pas la musique pour penser à autre chose. Et on entend les chaussettes qui font splosh dans les chaussures, on sait que la cloque va être violente. Et le dernier bout du Landron à Bienne, il y a le train qui passe juste à côté des oreilles. Pareil, là aussi, le calvaire pouvait s'arrêter à tout moment. J'ai choisi volontairement d'être long du raid de chemin de fer pour que si vraiment je pouvais plus avancer, je voulais pas téléphoner à quelqu'un pour venir me chercher. Mais il y a la gare du Landron, il y a la gare de la Neuville, Glérès, etc. Et du coup, ça aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment. Et j'ai réussi à ne pas... J'ai marché les 49 derniers. J'ai couru 51, j'ai marché 49, donc c'était très très long. Mais j'ai réussi à pas abandonner. Des idées stupides, comme je disais. Ouais, félicitations, en tout cas. Pour revenir au silence, c'est vrai que j'ai récemment
j'ai paumé ma boîte de AirPods. Et du coup, j'ai été forcé de commencer un peu à courir sans musique. C'est vrai que c'est différent. Et parfois, c'était long, mais c'est aussi des fois agréable de juste entendre rien, ou juste la nature ou autre. Et ça m'a, comme tu disais toi, je crois que j'ai aussi tout le temps de la musique, mais des fois, c'est juste un bruit de fond qui m'empêchait de voir clair dans mes pensées. T'sais. Et du coup, ça, c'était... je pense que c'est un truc que je vais de plus en plus, de temps en temps, avoir un entraînement sans musique ou autre. Ça fait pas de mal, je pense. Donc, Totalement. T'as totalement raison. Je pense que on en écoute beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et c'est pas forcément toujours utile d'être à l'écoute de l'environnement. Alors quand on est dans une ville, voilà, à part ne pas entendre quand un pote nous dit salut ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans le cadre du sport, c'est... Là, tu as dit, on va courir pour se connecter à la nature si on va courir dans la nature. Pourquoi est-ce qu'on va courir dans la nature et qu'on met des écouteurs au final ? C'est une question que je me suis posée aussi pendant ces 9 heures de marche sans musique. C'est au final, pourquoi est-ce qu'on dépend de la musique comme un boost, etc. Alors que concrètement, si on a choisi ce sport-là, c'est pour être dehors. Sinon, on irait courir sur tapis dans un fitness. Du coup, t'as racheté les AirPods ou pas ? J'ai quand même racheté la boîte, du coup, ouais, mais j'essaie de... même le conscientiser, c'est déjà ça, quoi. C'est une première étape. Dernière question par rapport à l'inconfort. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vraiment une ours polaire comme vision, donc les 14-8000, ça rend toutes les petites étapes d'inconfort plus faciles parce que tu sais pourquoi, au fond, tu les fais, même si elles ne sont pas directement liées? Oui, totalement. Totalement. Je vais être très honnête. Je supporte l'inconfort avec l'idée du confort qu'il y aura après. Mais il y a pas de... Je suis pas masochiste. Il y a pas de... Les gens me disent « Ah, mais t'es maso ». Non, il n'y a pas de plaisir à se faire souffrir. Sinon, ça... J'ai pas envie de te faire des diagnostics, mais il y a un souci, j'ai envie de dire. Je suis un alpiniste qui aime bien le confort qui vient après. Certaines personnes, j'ai pas les noms qui viennent en tête, mais dans mes amis, ils ont 3 jours de congé, ils vont faire 3 sommets différents, 3 randos différentes. Moi, ça me va totalement d'en faire une grosse, de me faire bien mal sur un jour, et après de kiffer ma grasse mat le 2e jour, ou le 3e, d'aller faire un spa le 3e jour. J'aime autant l'inconfort que j'aime le confort qui vient après. Parce que il y a... on sait qu'il faut bouger, machin, l'OMS, il faut machin. Il y a 0 culpabilité à ne rien faire du tout si tu as dépensé 8000 calories et fait 100 km le jour d'avant. Là, ça fait 8 jours et j'ai pas refait de sport depuis. Aussi parce que je peux pas, parce que j'ai un tendon qui est un peu inflammé. Mais il y a 0 culpabilité et je sais que de temps à autre, c'est totalement OK en fait. Et je pense que de ne pas faire de sport du tout et puis faire 6 jours à glander à la maison, il y aurait quand même une certaine culpabilité. Et c'est pour ça que j'aime bien cette dualité de tu te fais bien mal, tu te défonces à fond, je vais y arriver. Mais après, tu peux te faire plaisir et la gratification que j'en ressors est à la hauteur en fait de la souffrance qu'il y a eu le jour avant. C'est-à-dire que plus j'ai souffert, plus je vais kiffer mon bain chaud le soir. Franchement, si j'ai juste une journée à l'école avec, je sais pas, 3-4 heures d'enseignement, que les enfants, ils ont été adorables, je peux me prendre un bain, mais il n'aura pas du tout la même saveur que si j'ai fait le Mont Blanc en one shot depuis la vallée. Donc, ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a une force, il y a quelque chose du genre, plus on se met dans l'inconfort, plus on apprécie la récompense du confort après. Intéressant. Je te propose de discuter de l'Ama Dablam, qui était, du coup, si je ne me trompe pas, ton premier voyage en Himalaya, c'est juste ? Alors, c'était pas le premier voyage en Himalaya, c'était le premier sommet. Ok. Lorsque j'ai fait mon tour du monde en 2019, on est déjà passé par le Népal. J'avais déjà ce rêve de l'Everest, forcément. On a fait le circuit qui s'appelle Chola Pass, donc on est passé par les lacs de Gokyo, on est passé par le col de Chola, on est passé au camp de base de l'Everest, donc j'ai vu l'Everest pour la première fois en 2019. Il y a un petit sommet, une colline au-dessus du camp de base de l'Everest à 5500, c'était ma plus haute altitude à l'époque. Et j'étais je reviendrai. Je savais pas encore pour quel sommet,
Mais en novembre 2022, mon pote me dit Hey Simon, l'année prochaine, je veux faire la Madablam. Ou est-ce qu'il m'a dit ça genre 2021 ? Je sais plus. Mais à un moment, il m'a dit je veux faire la Madablam et ça te dit de venir avec. Et c'est lui qui a lancé le truc en fait. Parce que sinon, j'aurais pu passer encore des mois, voire des années à construire les skills. Au bout d'un moment, il faut se lancer en fait. Et c'est ce que Daniel Benito, il a été pour moi. Il a été boum. Élément déclencheur. Élément déclencheur, il a dit j'y vais, est-ce que tu veux venir avec ? J'ai dit let's go, let's go. Et puis clairement, moi j'avais vu, parce que comme je délaisse un peu les 3000 ici en Suisse, parce que les 4000 sont un peu les stars des Alpes, je pense que je voyais la Madablam et je me disais un jour je vais le faire. Mais tous les Sherpas là-bas me disaient la Madablam, il est beau, machin, mais il est plus dur que l'Everest. Et c'est vrai, techniquement il est plus dur que l'Everest. Et je m'étais dit un jour, pourquoi pas ? Jusqu'à ce que Daniel me dise viens en 2023 on y va. J'ai dit c'est parti. Et on a commencé à mettre de côté et puis à s'entraîner comme des malades pour faire la Madablam en 2023. Du coup, tu parles justement de préparation au niveau planification, du moment où vous décidez de le faire. Qu'est-ce qui se met en place ? Qu'est-ce que au niveau préparation physique il y a à faire, au niveau logistique, tout ça ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tout ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Je crois que c'était 1 an. Je ne sais pas si c'était 1 an et 3 mois, je dirais à peu près avant. C'était plus qu'1 an. On a commencé d'abord à chercher les différentes agences avec lesquelles on partait. On a comparé les agences suisses, les agences népalaises. On a écouté les ouï-dire, on a écouté les comptes rendus de gens qui étaient déjà allés. Donc, numéro 1, c'est contact avec l'agence. Numéro 2, c'est décider à quel point est-ce qu'on veut être autonome. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le programme ? Nous, on a choisi de faire un petit 6000 mètres. Là-bas, c'est un petit 6000 mètres d'acclimatation avant, histoire de parfaire justement notre acclimatation à l'altitude, qui est l'accoutumance du corps à la haute altitude et qui nécessite du temps. C'est ce qui m'a manqué à la Concagua, parce que j'étais bien plus mal qu'à la Madablam. Donc, recherche de l'agence. Et ensuite, ça a vraiment été, du coup, il y a des cordes fixes, donc on n'est pas obligé de grimper, mais l'idée, c'était d'être le plus performant qu'on pouvait être, on va dire, en une année de préparation qu'on avait. On a commencé à faire des sorties, on a fait des sorties cascade de glace pour être habitué au vide et à la pente terminale. On a fait de nouveau des bivouacs. On est sorti faire un bivouac hivernal là où il a fait, je crois, -13. Donc voilà, on s'est entraîné ici dans les Alpes en Suisse à sortir exprès un week-end, nous annonçait extrêmement froid, sur un petit sommet à 2000, mais voilà, il faisait -13, donc il n'y avait pas besoin de monter très haut. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a monté un petit site web pour parler du projet. À la base, on avait comme rêve d'aller approcher différentes marques, différentes entreprises pour chercher des sponsors. Projet qui est un peu mort dans l'œuf. On bossait comme des fous pour mettre de l'argent de côté. On s'entraînait et puis on n'a pas vraiment creusé plus que ça. On a fait... Les gens m'ont demandé comment est-ce qu'on aimerait bien te soutenir, etc. Du coup, on a fait un GoFundMe pour ceux qui voulaient donner quelque chose avec pas vraiment d'objectif. Mais à notre grande surprise, ils ont été super généreux pour notre première expédition. On était des personnes, on était des nobody. On n'avait pas d'expérience ou quoi que ce soit. Et rien qu'en fait, par plaisir de voir notre passion sur les réseaux sociaux, etc., il y a des gens qui donnait des sommes, mais j'aimerais dire plus que mes parents, mais oui. Non, pas plus que mes parents. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est entraîné à grimper aux cordes fixes. On a installé des systèmes de cordes fixes ici à la salle, ici, pas à la salle de grimpe, mais sur les falaises de Vigneulles. Avec Daniel, on a installé des cordes fixes littéralement et on s'est entraîné à monter au jumar et à descendre en rappel sur les cordes fixes, etc. En Himalaya, ils utilisent beaucoup le 8 plutôt que le reverso pour faire les rappels. Donc on s'est entraîné à utiliser du matériel. On s'est entraîné avec des sacs lourds en prévision du coup de ces dépôts matériels et tout. Je sais que Daniel s'est beaucoup plus entraîné dans le trail et les longues distances. Moi, ça n'a jamais été mon truc de courir des longues distances. Donc moi, c'était plus des marches très lentes, des montées à Macolin avec des sacs à dos chargés d'eau que je vidais en haut pour la descente, etc.
C'était vraiment ça, c'était se mettre dans l'inconfort et se préparer le plus possible en fait à ce qu'on allait voir là-bas. Donc l'oxygène, on peut difficilement s'y préparer, à part en montant à 4000 et en voyant ce que c'est. Et sinon, c'est des mouvements lents avec des sacs à dos lourds. Alors qu'on est plutôt dans une optique d'être le plus léger possible ici dans les Alpes, normalement. Là-bas, on peut pas. Enfin, rien que le Summit Suit, la combinaison, elle fait 1,6, 1,7 kg. Le sac de couchage fait 2,4 kg. Donc, on n'a rien dedans. On n'a même pas encore la nourriture et l'eau. Et puis, on a déjà presque 5 kg. Donc, c'est des sacs lourds. Une fois arrivé là-bas, du coup, comment ça se passe un peu? On l'a vu, typiquement dans le documentaire d'Inoxtag, il y a des camps 1, camp 2, tu dois rester certain temps à certains endroits pour t'acclimater. Comment ça s'est passé sur la Madablam pour ça? Alors, on a fait le Lobuche d'abord. Donc, on est monté à 6000 mètres le 9e jour, je crois, après notre arrivée. On est redescendu, on est allé au camp de base de la Madablam. On a fait 1 ou 2 jours et on aurait techniquement pu partir pour le sommet directement. Vu qu'on avait dormi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'acclimatation, c'est une science qui n'est pas exacte, qui est inexacte, qui dépend de chacun, du ressenti de chacun. Daniel, il a sa théorie, j'ai ma théorie. Et au final, il faut savoir ce qui fonctionne pour nous. Et étant très, très... Je suis pas tête brûlée, je suis pas fonceur. J'avais pas envie de devoir abandonner parce qu'on n'était pas assez acclimaté. Donc je me suis dit, j'avais à cœur de faire encore une rotation d'acclimatation. Une rotation, c'est-à-dire monter dans les camps d'altitude, y dormir, monter encore un petit peu plus haut, déposer du matériel, redescendre au camp de base. Faut aussi imaginer que le corps, quand tu montes en altitude, il est de plus en plus stressé parce qu'il a de moins en moins d'oxygène quand il prend une bouffée d'air. Il a qu'est-ce que tu fais On était déjà monté à 6000, on avait dormi à 5003. Mais le camp 1, il est à 5007. Donc, de 4006 à 5007, il y a 1100 mètres de dénivellation entre le camp de base et le premier des camps. Donc, partir pour un summit push direct, ça nous aurait fait dormir plus haut que ce qu'on n'a jamais dormi déjà la première nuit. Et il y a encore une deuxième nuit à faire avant le sommet. Et je me voyais pas confiant. Je me suis dit, on n'a pas dormi assez haut. Oui, on a touché vite fait 6000 mètres quand on a fait ce sommet. Du coup, on a d'abord fait une rotation, ce que n'a pas fait Inox et son équipe. Eux, ils ont fait le Lobuche, ce qu'on n'a pas vu dans le film. Et ensuite, ils sont partis directement pour le sommet. Ils ont dormi au camp 1 et au camp 2. Ça, c'est du coup Summit Push. Summit Push, c'est quand tu pars du camp de base et que tu reviens pas au camp de base avant d'avoir fait le sommet. Okay. Mais ça peut durer 3 jours. Tu pars pour le Summit Push, c'est-à-dire c'est plus la rotation d'entraînement. Tu vas aller au sommet cette fois. Mais c'est aussi le nom que porte le dernier jour quand tu pars du dernier camp et que tu vas au sommet. Mais ouais. Du coup, ils sont directement partis. Ils ont fait camp de base, camp 1, camp 2, sommet. Nous, on a choisi de monter dormir au camp 1 à 5700 et d'amener des affaires au camp 2. Tout ce qui était les grosses bottes, le Summit Suit, c'est la combinaison en duvet pour le sommet, les crampons qu'on n'avait pas besoin normalement en dessous du camp 2 parce que c'est tout en rocher. On a amené du matériel qu'on a déposé dans une tente au camp 2. On est redescendu jusqu'au camp de base et là, je me suis bloqué l'articulation sacro-iliaque en descendant. Donc, ouais, on a fait quelques mouvements de physiothérapie. J'ai quelqu'un que je connais qui est physiothérapeute et qui nous a fait des séances de physio à distance. Et c'est mon pote qui m'a manipulé, qui m'a pressé la jambe, qui m'a pressé le bas et on a réussi à débloquer cette articulation. C'était quand même bien douloureux. Mais on a fait 3 jours au camp de base. Et ensuite, on avait une superbe fenêtre météo de 3 jours, grand soleil, froid, mais 3 jours, grand soleil. Pas d'orage, pas de nuages qui arrivaient, rien. Et du coup, on a dit, on y va. On avait le temps. Et du coup, le Summit Push s'est passé, on est monté au camp 1, donc dormir à 5700. Là, on avait déjà dormi une fois, donc la nuit était... Je me souviens que la différence entre la première nuit, redormir 3 jours plus bas, là où le corps peut se régénérer un petit peu, et la deuxième nuit, le corps, il a déjà été à cette altitude, et je me souviens que j'ai dormi 10 heures de suite, je crois, pratiquement, comme un bébé, vraiment. Et après, la plupart des gens, ils dorment au camp 2. Sur cette arête, il y a plein de photos qui ont déjà
qu'on a déjà circulé de ce camp 2 sur la Madablam qui a l'air, les tentes sont en équilibre, elles sont pas droites, on dort mal, il y a des pierres dans le dos. Et nous, on avait dit dès le départ, on voulait pas dormir au camp 2. On voulait aller dormir au camp 3, qui est très très peu utilisé, parce qu'il est sous un immense sérac. Comme l'a dit Inox dans son film, les séracs, c'est ces blocs de glace qui peuvent se détacher à tout moment. Et du coup, le deuxième jour, plutôt que de faire seulement 2 heures de grimpe jusqu'au camp 2, on a continué à pousser jusqu'au camp 3. On est arrivé vers 17h, le soleil se couchait gentiment. Et on était la première tente de la saison. Il n'y avait personne. Donc, et puis je ne crois pas que l'Everest se grimpe à cette période. Donc, l'espace d'un instant, on était les êtres humains les plus hauts dans cette partie du Népal. Pas mal. C'était vraiment pas mal, ouais. Peut-être qu'il y avait quelqu'un sur le Pumori. Peut-être qu'il y avait... je crois qu'il y a Lucien Buxanto qui était sur le Pumori au même moment. Je suis pas sûr. Mais du coup, on a monté cette tente, donc à 3, on l'a installée. Et ça, c'était vraiment magique. Ce coucher de soleil-là, tous les autres étaient au camp 2 en dessous. Mais ça veut dire que le lendemain, quand on partait pour le sommet, on avait seulement 5 heures jusqu'au sommet. Et les autres, ils avaient 10 heures. Puis après, il y a toute la redescente encore. Donc, on a coupé en 2 la durée de notre summit push, le jour final, du coup. Et ouais, on a fait le choix, en fait, de prendre le risque de dormir sous ce sérac. Et puis, si ça se décrochait, ben ça se décrochait, quoi. Mais on aurait très, très mal dormi au camp 2, je pense. Et du coup, t'avais dormi là? Horrible. Oh, ok. Horrible. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Parce qu'on a envie d'y aller. Déjà, on était 3 dans une tente à 2. Il y a l'altitude, on était à 6350. Et ouais, bah là de nouveau, le plus haut qu'on avait dormi avant, c'était 5007. Donc on était presque 650 mètres au-dessus. Donc voilà, constamment à bout de souffle, on se retournait, on avait chaud. Parce qu'on a 3 dans cette tente-là, il faisait chaud. Même s'il faisait très très froid dehors. Mais ouais, au petit matin, on s'est levé à 4 heures, parti à 5, il faisait moins 24 degrés. Ouais. En tout cas, c'était la température annoncée au sommet, donc à peu près 600 mètres plus haut, avec un ressenti de moins 32 avec le vent. Donc très 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 froid. Dans la tente, il faisait trop chaud, en sortait, il faisait trop froid. Mais ouais, c'était les heures qui s'en sont suivies, c'était 5 heures qui ont passé aussi lentement que les derniers 50 km que j'ai fait mardi passé, quoi. On n'avance pas. On n'avance pas. On a beau avoir la meilleure des VO2 max, etc. À ces altitudes, on le voit dans le film. C'est 1 pas, 2 pas, 3. Je me souviens que je comptais mes pas. Je faisais jusqu'à 12, voire 14, voire 17 pas. Puis après, je devais m'arrêter pour prendre mon souffle. Ouais, ok. Et ça non-stop sur cette pente hyper raide. T'as l'impression de peser plus lourd aussi? Non, t'as juste l'impression de ne pas avoir de jus. C'est juste, t'as pas de jus. Les muscles, ça allait, je crois. C'était vraiment juste le souffle, en fait. Et visuellement, t'as pas l'impression de progresser. Tu vois toujours ta petite tente qui est derrière toi, qui devient un petit peu plus petite, mais... Et c'est là vraiment que tu me disais, est-ce que l'inconfort, machin, d'avoir le truc au bout, de savoir en fait que chaque pas te rapproche du sommet, même si tu le vois pas visuellement, tu te dis, bah, au bout d'un moment, ça vient s'arrêter. Même si c'est 10 millions de pas, je vais quand même arriver au bout à un bout d'un moment. Donc tu continues de faire 12 par 12, 8 par 8 si t'arrives pas. Et puis ouais. Mais c'est extrêmement difficile, ouais. Bah, dans le film, on voit l'Everest, ils n'ont pas pensé à faire demi-tour. Mais là, Madablam, même Matisse, ils étaient là, on va arrêter. Mentalement, il est vraiment difficile. Puis surtout, ils sont partis du camp 2. Donc, ils avaient déjà 5 heures dans les pattes quand ils ont commencé ce mur final qui met encore une fois 5 heures. Donc, mais quel sentiment une fois arrivé en haut. Chair de poule. Ouais. Comment tu décris, je sais pas, si tu dois me décrire la scène, là, t'arrives en haut, si tu dois décrire ce que tu vois et ce que tu ressens, à quoi ça ressemble? Il y avait 3 gars qui étaient là, déjà, qui étaient avant nous. Ils ont fini de faire leur photo, et moi, j'ai déclippé mon jumar, et ils ont commencé leur descente à peine je suis arrivé. J'étais, pendant 17 minutes, tout seul au sommet de la Madablam. J'avais l'Everest devant moi, le Lhotse devant moi. Et c'est comme si, en fait, les 19 jours qui
qu'on passait avant, tu réalises pas en fait où tu grimpes. Parce que tu grimpes dans les Alpes, du coup tu grimpes, c'est beau, il y a des montagnes. Mais quand tu arrives, tu te dis waouh. C'est pour ça. C'est comme si c'était vraiment concentré en fait sur prendre un jour après l'autre. C'est quand tu y arrives que tu réalises ce pourquoi tu as bossé depuis 1 an et demi, mis de l'argent de côté. Tu t'es entraîné, on sort samedi soir, non machin, je vais en montagne, je dois aller en montagne, je vais m'entraîner et tout. Et un flot d'émotions. Parce qu'en fait, le Sherpa, Nawang et puis Daniel, ils étaient restés bloqués derrière un autre gars qui avançait lentement. Et du coup, j'ai vraiment eu ce quart d'heure pour moi. J'avais plastifié une photo de mon grand-père et moi au sommet des Dents du Midi, qui était mon tout premier sommet quand j'avais, je crois, 12 ou 13 ans, je sais plus. Et je lui ai envoyé une photo, j'ai fait une photo au sommet, je lui ai envoyé de mon premier sommet jusqu'à l'accomplissement ici, 3000 mètres plus haut que les Dents du Midi. Incroyable. Ouais. Beaucoup d'émotions. J'ai pleuré 4 fois dans ma vie sur un sommet. Et la Madablam était une des 4. J'ai pleuré pendant, sur le quart d'heure, facilement 5 à 10 minutes. C'était juste l'émotion qui retombait, réaliser où j'étais. Puis, tu relâches la pression. Temporairement, parce qu'après la descente, on sait, mais... Ouais, et c'était tellement beau. L'Everest avait l'air d'être juste là. Il est 2000 mètres plus haut, mais il avait l'air d'être juste là. Ouais. Et du coup, la descente après, c'est un petit peu ça qui est... je sais pas si cruel, c'est le bon mot, mais t'as l'explosion d'émotions finalement qu'à la moitié du chemin. Ouais. Étonnamment, c'est allé. Il y a cette capacité à se refocus. Mais ça, de nouveau, on l'avait entraîné dans les Alpes. Je me souviens de la descente du Rimfischhorn, ici dans les Alpes en Suisse. On est arrivé au sommet et la descente était incroyablement longue. Il y avait du monde, ça bouchonnait dans les rappels. Les partenaires, ils commençaient à avoir froid. Et je me souviens que j'avais gardé relativement la tête froide parce que j'avais mis une couche supplémentaire avant. Et puis c'est vraiment, il faut prendre un rappel après l'autre. Et tu sais à ce moment-là que ça va être incroyablement long. Il y en avait pour 10 heures jusqu'au camp de base. Depuis le moment où on a commencé la descente. Et c'est clair que si tu regardes le camp de base, tu te démoralises. Et je me souviens que notre chef me disait à l'armée, si vous regardez vos pieds, ça monte jamais. Donc, c'est-à-dire, tu prends un pas après l'autre et puis tu vois même pas que ça monte. Et là, c'est ça, en fait. Tu regardes les cordes et t'en prends une après l'autre. Tu te dis pas, ça fait combien? Il y a déjà 50 cordes qui sont passées, je sais pas quoi. T'as une corde devant toi. Tu te vaches dessus, tu descends en rappel. Et tu prends la suivante. Et tu prends la suivante. Et tu prends la suivante. Et tu fais ça comme une tâche. Si tu commences à perdre la concentration, tu prends une barre, tu prends un bonbon, tu prends un truc, du sucre. Si tu commences à perdre ton focus, c'est ça en fait. Les erreurs, elles arrivent quand la tâche est hyper redondante et tu oublies de te reclipper. Et tu commences à descendre et puis d'un coup, tu lâches et puis, j'avais pas clippé la corde. Il faut être hyper à l'écoute de son corps, il faut se connaître. C'est pour ça que je te parlais d'entraînement sous fatigue, sous télé. Tu sais tous les combien de temps tu as besoin de manger. Mais tu sais aussi que tu n'as pas besoin de manger toutes les 10 minutes et que le corps a des bonnes réserves aussi. Enfin, après, on est très différents. Mais je sais que j'ai fait le Cervin avec un Snickers, par exemple. Donc, j'ai oublié de manger le reste du temps. Donc, ouais. Mais la descente, c'est une épreuve. Trop chaud. La combinaison de sommet, j'aurais dû l'enlever au camp 3. Je l'ai gardé encore jusqu'au camp 2, donc quelques heures après. Et tu transpires. Et quand tu transpires, ça te fait perdre l'énergie encore plus rapidement. Et il n'y a rien de pire que d'avoir du duvet. C'est ces grosses combinaisons en duvet qui vont pour moins 40 degrés pour l'Everest. Et de transpirer dedans, je crois que c'est le pire. Si je dois me rappeler, c'était la descente avec la combinaison entre le sommet et le camp 2. Tellement chaud. Autant il faisait froid le matin avec les moins 24, autant dès que t'as redescendu, que t'es à l'abri du vent. Mais alors la sensation, quand tu arrives à 20h au camp de base, on aurait pu dormir encore au camp 1, mais après il aurait fallu remettre les bottes le lendemain, etc. Non. Pareil, on avait aussi entraîné ça déjà en faisant une traversée ici dans les Alpes. On aurait pu s'arrêter à la cabane et puis dormir, puis descendre le lendemain matin, mais en cabane tu dors mal.
tu te fais réveiller par ceux qui partent à 3h du matin, tu dois remettre les chaussures le lendemain matin. Et on s'est dit, on a fait une pause au camp 1 pour une soupe avec des nouilles. Puis on s'est regardé avec Daniel, on a dit on pousse, il a dit on pousse. Et j'ai des vidéos de quand on marche et on traînait les pieds. Et puis, mais le fait d'arriver en bas et de se dire demain, j'ai pas besoin de remettre les chaussures. Demain, je peux avec mes pantoufles au camp de base. Et du coup, on a poussé. On s'est levé à 4h du matin, on a fini à 20h15. C'était une grosse journée, mais au moins on avait fini. Et on s'est assis dans la tente au camp de base et puis on s'est regardé et on n'a pas réalisé. Moi, je crois que j'ai réalisé le lendemain vers 9-10 heures du matin. Il y a tellement de fatigue, il y a tellement de tout que tu réalises pas. Et du coup, l'après Amadablam, ça c'est une question que j'avais posée à Pascal Bourquin sur l'après-course, si tu prépares un ultra et que tu réussis ou pas ton défi et tout. Et lui, il a eu parfois ce genre de petits moments de vide où tu sais pas quoi faire ensuite et tout. Toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu avais déjà en tête la suite? Raconte-nous un peu l'après. On a pris 3 jours au camp de base pour apprécier le sommet qu'on venait de faire. Certains, ils prenaient l'hélico le lendemain pour rentrer à Katmandou, prenaient leur vol international et puis ils étaient chez eux 24 heures après le sommet. Nous, on voulait vraiment profiter. Je suis resté encore 10 jours dans le Khumbu. J'avais un billet d'avion qui était pour bien plus tard, au cas où je voulais encore faire un 2e sommet. Ça s'est pas donné. Mais le retour en Suisse, ça a commencé par un petit peu d'euphorie. Les télébilingues qui m'attendaient sur le quai de la gare. Daniel était rentré quelques jours avant moi. Mais du coup, télébilingue m'attendait sur le quai de la gare. Ensuite, on a eu une interview chez Daniel par télébilingue. On a eu un article dans le Journal du Jura. On a eu un article dans le Biber Tagblatt. On a eu un article dans le Quotidien Jurassien. Il y a eu des gens qui, pendant quelques jours dans la rue, je vous ai vu à télébilingue, vous. C'était en montagne, ouais. Et du coup, on continue à surfer sur le high. Et très vite, ensuite, il y a le retour à la vie de tous les jours. Depuis mon tour du monde, depuis 2020, j'avais laissé tomber ma formation de prof en 2019, donc mon master et tout. Et j'étais uniquement aide-soignant dans un EMS. Et autant dire que ça gagne pas beaucoup un aide-soignant. Mais ça m'allait pendant 3-4 ans. De 2020 à 2024, c'était tout ce qu'il fallait. J'avais pas besoin de plus. Et le problème, c'est qu'après l'Amadablam, c'était ce qu'il fallait. C'était ce qui me permettait à 80% d'aller en montagne autant que ce que j'allais. Je travaillais 4 jours par semaine, je gagnais peu, mais j'avais 3 jours par semaine pour aller en montagne. C'était pas du tout demandant intellectuellement. C'était pas très stimulant non plus. Mais c'était vraiment un à côté, c'était un gagne-pain et c'était tout. Et par contre, l'après Amadablam, le creux était aussi profond que l'Amadablam était haut, je pense. La pression a été de plus en plus dure au boulot. Et surtout, après avoir mis de côté pendant presque 2 ans pour cette montagne, on revient et puis on est à 0. On est à 0, puis on se dit, je gagne tellement une misère que jusqu'au prochain, il va nous falloir attendre 2 ans. 2 ans de cette vie qui est plus de la survie qu'autre chose. Je connais très peu de gens qui sont aides-soignants à 80% et qui vivent tout seuls. La plupart, ils ont des conjoints qui... Et du coup, il y a le grand vide dont parle justement Pascal après. Et tu remets tout en question. Tu remets en question ta vie, tu remets en question les 8000, il paraît... À la base, je suis revenu sur le coup, j'étais là, je vais chercher des sponsors, maintenant je vais commencer les 8000 et tout. Ça s'est vite essoufflé. Et très rapidement, ça a été, le retour à la routine était très très brutal. Ce qui fait que, il y a eu un burn-out dépression après, pendant 7 à 8 mois, je dirais, jusqu'à août l'année passée, où tu remets tout en question. Cette vie tunnel vision, tunnel vision, je sais pas comment ça se traduirait en français. La vision tunnel centrée sur l'alpinisme sans avoir un chez-soi qui soit digne de ce nom. J'ai un chez moi, mais pas où j'y suis bien.
et en négligeant totalement la vie professionnelle, etc., il y a comme cette réalisation que tu peux pas vivre que pour tes hobbies, qu'il faut quand même donner du temps et de l'attention aux autres piliers de la vie, en fait. Et c'est ce que ça m'a fait réaliser. Et du coup, je fais toujours autant d'alpi, j'ai toujours autant des rêves de haute montagne, mais peut-être avec une vision un peu plus consciente de la chose, sans être à foncer tête baissée et en négligeant les autres aspects de la vie. Tu parles du coup de dépression. Moi, j'ai la chance de jamais y avoir été confronté encore. Si tu devais décrire ce que tu ressens, comment tu le décrirais? Tu ressens que ta vie n'a aucun sens, en fait. Tu ressens que tu sers à rien, que t'es un échec. Et peu importe ce que te disent les autres autour de toi, mais t'es fou, mais regarde tout ce que t'as réalisé. T'as visité 50 pays dans le monde, t'as fait ce sommet, t'as fait tous ces sommets dans les Alpes, t'as une vie de ouf. Et peu importe ce que te disent les autres, ton image de toi ne change pas. T'es comme bloqué au point mort. T'es comme une de ces billes en métal qui est au fond de la courbe. Et ça donne peut-être des petits impulses qui disent, mais ça retombe toujours au point mort en bas, en fait. Jusqu'à ce que tu arrives à changer ton image de toi. Donc ça passe par un travail interne. Tu peux avoir 50 amis qui viennent te dire à quel point t'es incroyable et puis à quel point ta vie elle est inspirante. C'est ça qui va changer. C'est un truc qui est vraiment que ça doit venir de l'intérieur. Parce qu'en fait, ça demande de réaliser que les montagnes étaient une fuite. Une fuite de responsabilité, une fuite de ci, une fuite de ça. Et souvent, on dit qu'on est obligé de tomber très très bas pour finalement après aller plus haut. Et c'est ça, en fait. C'était comme le stop de la vie. En mode, ok, maintenant tu te recentres, tu remets tes priorités au bon endroit. T'as le droit de faire de la montagne, t'as le droit de gravir des sommets. Mais ça doit pas être une fuite des responsabilités de la vie. Tu dois t'y confronter comme tout le monde, en fait. Et le stop était violent. Mais je vais pas dire que j'ai compris la leçon, mais j'ai appris à m'écouter. Plus. Et surtout à me confronter à ce que j'avais pas envie de me confronter. Tout ce qui est choix professionnel, etc. Le sport, c'est bien. Le sport, c'est sain. Mais comme tout, à outrance, ça devient plus tant que ça, sain. Quand c'est tout ce à quoi on pense, on parle de bigorexie, qui est une addiction au sport, ça peut être à la dopamine, aux endorphines, etc. Mais oui, je pense que pour ceux qui connaissent ça, je pense qu'on l'est tous, mais totalement addict à la dopamine, pas du scrolling sur les écrans, mais de la dopamine de un nouveau sommet. Il faut un nouveau sommet, il faut un nouveau sommet, il faut un nouveau sommet. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je lutte encore maintenant. Ma valeur n'est pas déterminée par le nombre de sommets que je fais. Parce que la Concagua, ça fait 2 mois maintenant, mais c'est comme oublié, et c'est comme si je devais refaire mes preuves toutes les semaines, avec un nouveau sommet, un nouvel accomplissement. Alors que pourtant, il est là, je l'ai fait. Il est dans ton parcours de vie, il est dans ton CV. Et c'est comme si, en fait, dès que ça avait plus que 2 semaines, dès que l'accomplissement avait plus que 2 semaines, c'est comme s'il avait plus de valeur, en fait. Et c'est malsain de vivre comme ça. Enfin, c'est malsain. À mon goût. À mon goût. Ça devrait pas être ce qui détermine ta valeur, ça devrait pas être un échappatoire de la vie réelle. Même si j'ai essayé d'expliquer que c'était pour me recharger, la vie réelle, il faut s'y confronter. Est-ce que du coup ça t'a fait changer la vision que t'avais de ce rêve / objectif de vie? Oui. Je suis plus aussi pressé de le réaliser. Ça arrivera quand ça arrivera. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais je suis même venu à reconsidérer ce rêve. Est-ce que c'est vraiment aussi important? Quand je pensais avoir trouvé ma personne, ma partenaire de vie, qui était dans le même monde que moi, donc dans l'himalayisme, si
j'ai été amené à me dire en fait que si j'avais pas accompli ce rêve au moment de mourir, c'était pas si grave que ça au final. Je pense que je grimpe tous ces sommets et je fais tout cela parce que je suis célibataire, parce que je ne dois rien à personne. Et j'ai pas envie de devoir abandonner mon rêve pour quelqu'un, parce que dans ce cas-là, ce serait plus moi. Mais si je trouve quelqu'un qui rend mon rêve moins important, c'est pas grave, c'est qu'il aurait été remplacé par un rêve plus grand. Après tout, j'ai toujours eu des objectifs que je chassais les uns après les autres. Les 100 km de Bienne, je voulais cocher tous les pays du monde, je les ai de loin pas tous faits. Je voulais atteindre je sais plus combien de centaines de plongées, ça j'ai fait. Et une fois que j'ai plongé dans je sais pas combien de mers et océans, dans les plus beaux endroits du monde, en Polynésie française, j'ai plongé en mer Rouge, j'ai plongé à Raja Ampat, qui est le cœur de la biodiversité mondiale au niveau des poissons. Ben, il faut autre chose, il faut un autre but. Et en fait, en choisissant ce but, je dirais pas que je l'ai choisi. La passion m'a dévoré et puis ça a été vraiment comme un océan comme un feu qui m'a consumé. Je me suis dit, c'est un objectif qui va me prendre 15 à 20 ans. Parce que sinon, je change de passion tous les 3-4 ans à peu près. Et là, ça fait 4 ans et la passion est toujours aussi vivante en ayant choisi un objectif aussi grand. Mais j'exclus absolument pas que dans 5 ans, je sois quelqu'un de totalement différent. Comme j'ai dit, on a besoin de nos moteurs. Si ce moteur est remplacé par un autre moteur, ce serait pas grave. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme, en ce 23 avril 2025, c'est encore ça qui me fait avancer. C'est la poursuite de ce rêve, mais pas à tout prix. Je veux pas faire le sommet de l'Everest à la queue leu-leu. Je suis prêt à attendre 10 ans de plus s'il le faut pour avoir atteint un niveau technique bien supérieur et le faire par une voie bien plus difficile. Il y a Jos Kombuch, ça fait 3 hivers de suite qu'il essaie de le faire en hiver. L'Everest n'a pas été gravi. L'Everest n'a pas été gravi en hiver depuis, je crois, 1993, l'année de ma naissance. Ça pourrait être un... Mais là, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de queue leu-leu. Ou par le côté nord, il y a tellement peu de gens qui le font depuis le côté tibétain parce que c'est plus compliqué. Ce serait une manière d'éviter les foules. Les gens me disaient, mais tu veux vraiment aller faire la queue dans les embouteillages? J'ai dit non. Il y a des manières de le faire sans la queue. Il y a des expéditions à l'Everest à l'époque qui étaient en mois de septembre. Ils y vont de moins en moins parce qu'il y a moins de chances de sommet. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent la certitude du sommet. C'est pour ça qu'ils vont tous au mois de mai. C'est la meilleure des saisons, mais c'est pas la seule des saisons. Parce que les gens, ils en veulent pour leur argent, ils y vont comme touristes et ils veulent le sommet, même si ça veut dire de se tenir à la queue leu-leu. Moi, ça me dérange pas d'avoir un sommet qui soit plus dur à obtenir si ça me permet d'être plus seul sur la montagne. Du coup, il y a le temps. Il y a le temps. Les bonnes choses prennent du temps, de toute façon. Exactement. Tu parles d'être seul, du coup, mais est-ce que tu as des rencontres marquantes? Est-ce que tu commences... Enfin, je sais pas comment formuler ma question. Est-ce que il y a une famille de l'alpinisme? Est-ce que tu as un réseau? Est-ce que tu as rencontré... Voilà, est-ce que tu as des rencontres marquantes? Inoxtag, oui, mais d'autres, est-ce que tu as des... Ouais, est-ce que tu rencontres des gens? Est-ce que tu crées des liens? Comment tu crées des liens en montagne? Alors, en tant qu'aide-soignant, j'ai des horaires irréguliers et c'est extrêmement dur de trouver des gens pour aller en montagne en semaine. Du coup, très souvent, je rencontre des gens sur les groupes Facebook et il y a certaines rencontres qui sont marquantes, d'autres moins. Mais pour ce qui est du ski de randonnée et de l'alpinisme, en général, si j'ai pas de partenaire, par exemple, Daniel, avec qui on a fait la Madame Lam, il est tout le temps libre les week-ends et les week-ends, en général, je travaille, parce que c'est là que c'est le mieux payé. Alors, c'est en train de changer gentiment. Mais c'est vrai que la recherche de partenaires est une des tâches avec lesquelles je lutte le plus, où c'est un de mes principaux challenges, c'est de trouver. Il y a déjà eu des moments où j'ai pas pu faire parce que j'ai pas trouvé même en mettant un truc sur Instagram, j'ai trouvé personne qui a des dispo parce qu'en semaine, les gens travaillent. La plupart des gens, c'est du lundi au vendredi, la routine, comme tu dis. Et moi, ça fait 4 ans
que je travaille en irrégulier, et puis que ça peut être des week-ends, ça peut être des semaines, ça peut être des dimanches, lundis. Et c'est comme ça que se font les rencontres. Et après, il y en a certaines qui marquent plus que d'autres. Mais je suis récemment allé faire le Finsteraarhorn avec quelqu'un qui habite Charmey. Et cette personne a connu Erard Loretan, par exemple, qui est le seul Suisse, Sophie Lavaux l'a fait aussi maintenant, à avoir fait les 14 8000. Il les a fait sans oxygène. C'était le 3e homme, je crois, à le faire, qui vient de Charmey. Et quand on était au Finsteraarhorn, il me racontait à la cabane à quel point toute la communauté à Charmey, il y a vraiment une famille de l'himalayisme et de l'alpinisme. C'est tous des grimpeurs fous, c'est tous des himalayistes. Il y a vraiment des gènes de montagnards dans cette région. Et lui, par exemple, c'est une incroyable découverte, parce que du coup, il va m'introduire, il va me présenter à tous ces grands noms de l'himalayisme qui ont fait ces sommets il y a 20, 30 ans, quand c'était encore... pour eux, c'est plus de l'alpinisme. Ce qui se passe maintenant, c'est plus de l'himalayisme. Enfin, c'est une via ferrata pour eux. Mais du coup, pas hasard du calendrier, mais hasard des rencontres, je tombe sur cette personne qui lui-même n'est jamais allé encore faire un 8000, mais qui a tous ces contacts de personnes qui ont maintenant 80 ans, 75 ans, etc., et qui ont été des pionniers de l'himalayisme. Et c'est des hasards totaux. C'était un hasard total que je tombe sur lui. Et au camp de base de la Madablam, on est tombé sur Valérie Babanov, qui est en train d'essayer de faire l'Everest sans oxygène en ce moment. Et ce serait la plus vieille personne à réussir l'Everest sans oxygène. Je crois qu'il doit avoir dans les 56 ou 57 ans. Et il tente sans oxygène. Et ce gars est un prodige. On est revenu du sommet, il nous a adressé la parole, il nous a parlé, vous avez fait quoi, vous avez le sommet, il nous a encouragé. Et il avait sa veste avec écrit Club 8000. Du coup, on demandait, et toi, t'as déjà fait un 8000? Et il en a déjà fait 5, en l'occurrence, dont 4 sans oxygène, ou je sais pas combien. Et il a déjà eu 2 piolets d'or, qui est la plus prestigieuse des récompenses en alpinisme, l'équivalent d'un César, d'un Oscar, etc. Et c'est ce mec, double piolet d'or, qui nous a adressé la parole et puis qui nous a posé en premier des questions à nous, sur notre sommet. Nous, questions personne. Et il a vraiment un cœur d'or. Il est très, très humble. Et ça reste, je pense, ma rencontre la plus marquante. Nimsdai, que j'ai rencontré en 2019 et que j'ai revu en 2022 et que j'ai revu à l'Aconcagua, qui nous a même prêté sa tente. Il me dit, machin, tu dois monter ta tente, tu peux utiliser ma tente si tu veux, elle est là et tout. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là-haut. À chaque fois, ça fait 3 fois en 6 ans qu'on se croise. Et puis, ouais, c'est une amitié à distance, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé, il a des millions de trucs à faire, de trucs à gérer. J'ai rencontré le numéro 2 de Elite Exped aussi, TJ, donc son partenaire, qui était vraiment hyper sympa. Il y a des rencontres marquantes, il y en a peu. C'est un monde, faut réaliser que c'est un monde où l'argent est roi, c'est un monde auquel je m'identifie très peu. Je suis vraiment un chien dans un jeu de quilles là-dedans, parce que moi, j'ai mes petites économies et puis hop, je fais un sommet. Alors que certains, ils enchaînent les 8000, c'est bam, 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 ils sortent des 40 000 comme ça. Et du coup, il y a une grande partie de ce monde-là qui tourne autour de l'argent. Donc les vraies amitiés sincères dans ce milieu de l'himalayisme, elles sont rares. Mais il y en a. Il y en a. Faut juste... On va dire que t'as plus d'amis quand t'es riche, on va dire ça comme ça. Étonnamment, hein, les gens gravitent autour de... Mais oui, sinon il y a des belles rencontres aussi qui se font au détour d'un chemin, par ces groupes Facebook, etc. aussi. Et par Instagram. J'ai récemment un alpiniste qui a fait tous les 4000 Suisses, qui m'a écrit l'été passé, qui est 1000 fois plus doué que moi. Je vais pas le citer sans son accord, mais il a pour but de devenir alpiniste professionnel, lui, donc d'être payé pour vivre sa passion. Il est encore tout jeune, il a 24, 25 ans. Il grimpe dans le 8, dans le niveau 8, il ouvre des nouvelles voies, il fait des fastest known time sur des montagnes.
Et il m'a demandé à moi, en privé sur Instagram, si on pouvait se boire un café parce qu'il a vu mon profil Instagram. Il était curieux, l'idée des 8000 et tout. Et il m'a proposé qu'on allait se faire notre premier 8000 ensemble en 2026. Alors qu'il est là et que moi je suis là. Incroyable. Ouais. Mais parce qu'il a dit, j'ai dit, mais tu te rends compte qu'on a une différence de niveau incroyable. T'es une machine, machin, t'es un Kylian Jornet des montagnes et tout. Puis moi, je suis là. Et puis, il me dit, oui, je sais, mais il a dit, à 8000, ce qui compte, c'est la résilience, etc. Et tu m'as l'air d'en avoir un paquet. Et donc voilà, peut-être ça se fera, peut-être pas. Parce qu'on a clairement pas le même niveau. Donc peut-être qu'il faudrait que j'ai encore un partenaire qui aille peut-être plus lentement avec moi parce que lui, il aura le temps de faire aller-retour au sommet, que je serai même pas au camp 1. Mais ouais, oui, il y a des surtout par Instagram, je rencontre beaucoup de monde, du monde de la montagne, et c'est comme ça que les belles aventures se font. Trop bien. Du coup, le temps file. Ça fait 1h20 qu'on discute. Arrête. Ouais, déjà. Ah ouais. J'ai encore après toujours mes petites questions de fin. Oui, je t'écoute. Mais du coup, tu parlais de potentiellement à 8000 en 2026. Ça me renvoie à la question de la suite. Comment tu vois cette suite de ce défi, de tout ce qui va autour? Raconte-moi un peu comment tu vois la suite. Je vois pas grand-chose, je veux te dire. Non. Au niveau du projet. Du projet. Le reel que la RTS a fait sur nous, après qu'on soit passé dans le film d'Inoxtag avec Daniel, a amené pas mal d'opportunités. Notamment, j'ai rencontré une personne qui a décidé de m'aider dans ma recherche de sponsors parce que je suis pas du tout doué là-dedans. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté de tout ce qui est sponsor et financement. Mais parce que faut être honnête, je pense pas que je pourrais. Ou alors avec beaucoup de chance, mais je sais pas, je vais peut-être commencer à jouer à la loterie. À part si tu te démarques réellement, c'est très très dur de trouver des sponsors. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de la création de contenu qui amène, parce que tu as une visibilité, une communauté qui fait que tu peux être financé. Il faut avoir un unique selling point, il faut avoir un USP, parce que tout le monde fait des 8000 maintenant. Enfin, je dis ça, mais ma vision est biaisée, parce que mon Instagram est rempli de gens qui font les 8000. Ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est un, et puis ça, peut-être que pour la population, ça reste encore quelque chose de waouh, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, et j'ai un monstre syndrome de l'imposteur. C'est vrai que, juste par rapport à ça, moi, je t'ai contacté pour le podcast. Ça m'a surpris un peu parce que je t'envoie le message et tout. Ouais, est-ce que t'es intéressé? J'aimerais faire des épisodes avec des athlètes et tout. Je suis pas un athlète. Mais je suis pas un athlète. Non, du tout. Mais parce qu'en fait, il faut se dire que ma vision, elle est peut-être un peu biaisée, mais parce que je ne suis sur les réseaux sociaux que des gens qui font des trucs mieux ou équivalents à ce que je fais. Et du coup, je vois pas tous ceux qui ne font pas de montagne du tout. Et du coup, j'ai beaucoup de peine. Je me vois tout le temps comme inférieur à ces gars qui font la face nord des Joras en 3h18. Et je dis, mais moi, déjà, faire une face nord, si j'en fais une dans ma vie, ce serait incroyable. Mais Benjamin, qui fait un sommet 6 fois en 6 heures par les 6 arêtes différentes, je vois ça, moi, tous les jours. Donc, du coup, j'ai beaucoup de peine à me considérer comme un athlète accompli ou un athlète tout court, en fait. Mais du coup, ça entraîne que j'ai beaucoup de peine, en fait, à me vendre pour des potentielles recherches de sponsors. Et pour ça, j'ai trouvé quelqu'un qui a décidé ou qui a, on va dire, que j'ai touché et qui a décidé de m'accompagner dans cette recherche de sponsors et qui pourrait avoir des bons filons parce qu'elle bosse là-dedans. Mais tout seul, c'est extrêmement dur. Même si tu as les arguments, c'est très très dur de se vendre parce que j'ai de la peine, en fait, à me vendre. Tout ce que je sais faire, c'est me mettre get yourself out there. Et des fois, je tombe sur des gens. Il y a des gens qui viennent m'écrire en disant ah, machin, mais pourquoi pas, écoute. Mais j'ai beaucoup de peine à moi me vendre et dire sponsorisez-moi parce que non, je me sens pas. C'est dur de justifier pourquoi on est digne de quelque chose. Je pense que c'est la principale des difficultés. Mais du coup, la suite, ce serait recherche de sponsors. Un premier sommet en octobre. Et j'aimerais bien le premier 8000 en 2026 au Pakistan. Donc ce serait juin-juillet. L'idée, c'est de le faire du coup sans oxygène, sans porteur, avec ce fameux alpiniste suisse dont je t'ai parlé avant. Et ça veut dire que d'ici là, il faut mettre le paquet.
autant au niveau financier que sur le sponsoring. Et puis au niveau professionnel, en même temps, je devrais démarrer mon activité. Je vais pas rester prof remplaçant toute ma vie. Et comme j'en ai parlé précédemment, je pense que le mental dans le sport que je fais a un rôle primordial. Et je pense faire quelque chose là-dedans. Parce qu'il y a du coaching mental, coaching physique pour le sport que je fais. Et ça me sortira pas trop de ma zone de confort. Ça sera quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Magnifique. Tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, pour ces prochains mois. Avant de conclure, du coup, j'ai mes petites questions de fin que j'aime bien poser. La première qui revient à chaque fois, c'est quel conseil t'aurais à donner à ton toi de 20 ans? À mon moi de 20 ans. Arrête de sortir, arrête de boire de l'alcool. Ah, mon moi de 20 ans, quel conseil à mon moi de 20 ans? J'essaie déjà de me rappeler ce que je faisais à 20 ans. C'était les voyages, le backpack. Et maintenant que j'en ai 31, c'est pas un conseil, c'est une métaphore. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Une des lois en physique, c'est qu'un objet qui n'est soumis à aucune force extérieure, il va continuer sur sa trajectoire avec la même vitesse, la même direction. Et on peut faire un parallèle avec la vie. Pendant 4 ans, j'ai été aide-soignant, je me suis pas bougé, en me disant un jour je gravirai des 8000, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça. Mais en fait, la vie, elle va pas arriver sans que soi-même on donne l'impulse de départ. Et je pense que c'est ça que je dirais à mon moi de 20 ans, c'est qu'il faut pas attendre que la vie t'arrive. C'est en bouquant une expédition à la Madablam, en allant faire la Concagua sur un coup de tête, en allant courir 100 km sur un coup de tête, qu'il y a des trucs de dingue qui t'arrivent en fait. Et prends des décisions. Prends des décisions en fait. Attends pas que la vie les prenne pour toi. J'ai rien préparé, hein. C'est ce qui m'est venu comme ça. Ça me va très très bien comme réponse. Toujours dans le conseil, à quelqu'un qui voudrait commencer l'alpinisme. J'imagine, je suis débutant. Ok Simon, qu'est-ce que je fais pour démarrer? Alors en Suisse, on a la chance d'avoir un club alpin avec différentes sessions. Session châteloise, session prévôtoise, etc. Et ils offrent des cours d'initiation. Chaque session a des cours d'initiation à l'alpinisme vers le mois de mai-juin. Et c'est très clairement financièrement ce qui est le plus avantageux. Et le club alpin suisse, donc au niveau national, a aussi des cours d'introduction à l'alpinisme qui durent 5 jours. C'est pareil, c'est au mois de juin-juillet, début de la saison d'Alpi, qui là, c'est un petit peu plus cher. Je crois qu'il faut compter dans les 1500 francs pour les 5-6 jours, mais du coup, c'est 5-6 jours intensifs de drill et ça donne la base nécessaire en fait. Trop souvent, les gens veulent apprendre sur le tas en disant « Ah, je peux juste copier le nœud de 8 comme tu fais, etc. Je peux juste copier ça. » Oui, ça va passer pour des ascensions faciles, la Linhorn, le Bishorn, mais, et c'est ce que j'ai fait aussi, hein. Après, j'ai pas payé de guide, mais ce que je peux recommander, c'est si vous devez payer un guide une seule fois, faites-le pour le tout début. L'introduction, l'initiation, puis après, vous construisez comme un mur en briques. Les fondations sont là, brique par brique, après, tu peux te débrouiller tout seul, parce que tu suis le chablon, et quand tu arrives à un niveau où tu as de nouveau besoin d'accompagnement, il y a un cours avancé qui existe, ou alors tu fais ça séparément, tu demandes à un guide, tu te mets avec 1, 2, 3 potes, il vous fait une formation à vous deux, vous divisez les coûts, et ils ont été formés. Donc, il n'y aura pas de meilleur endroit pour prendre ce savoir, en fait. Je vais pas dire prenez un guide à chaque ascension, parce que non seulement ça coûte 700 à 1000, voire 1500 balles pour le Cervin, et t'apprends pas grand-chose. Tu prends le guide, mais c'est le guide qui va t'accompagner en sécurité au sommet, mais c'est pas là que tu vas apprendre à être autonome. Ok. Pendant cette discussion, je me suis fait la réflexion avant, quand tu parlais de résilience, d'apprendre à se connaître au sommet, etc. Ça m'amène sur la question des qualités ou des compétences utiles à l'alpiniste. Moi, de notre discussion, je retire la résilience, se connaître, déjà ces deux. Forcément, les bases techniques. Qu'est-ce que tu ajouterais ou modifierais?
savoir mettre son ego de côté. Je compte pas le nombre de fois où j'ai fait demi-tour. Là où je l'ai pas senti. Il y a de la culpabilité. Désolé Alexis. Désolé François. Le nombre de fois où j'ai dit en fait non, je le sens pas. Et ça demande la niaque. T'as pris le train jusqu'à Zermatt, ça fait 50 balles. T'as randonné 5 heures, t'es arrivé au bivouac, t'as payé ta nuit au bivouac ou en cabane. T'as trimballé, je sais pas combien, avec François, on avait même trimballé sacrément de poids. Et puis après, t'arrives en bas de la pente finale et tu te dis, je le sens pas. Et peut-être que ça aurait passé, peut-être pas. Mais c'est ce qui fait la différence, en fait, entre un bon alpiniste et... Je sais plus il y a un adage qui dit qu'un bon alpiniste, c'est un alpiniste qui est vieux. Parce qu'il a pris les bonnes décisions, en fait. Donc, ouais. Il y a la résilience, c'est bien. Mais d'apprendre à écouter sa peur, ça équivaut à se connaître, tu vas me dire. Je crois que c'est Nicolas Odjak qui a dit si t'as peur à un moment en montagne, c'est que t'es déjà allé un cran trop loin. Ok. Donc, selon lui, il faudrait s'entraîner de manière à ne pas avoir peur. Enfin, ne pas se mettre trop en dehors de la zone. Pour lui, si t'as peur, t'es déjà en dehors de ta zone et tu devrais avoir peut-être sauté une étape, en fait. Celle-là, je l'avais pas noté, mais ça m'a fait penser. Ta réponse m'a fait penser à cette question que je t'ai pas posée plus tôt, je l'avais notée. Tu disais que finalement, c'est un peu comme une roulette russe, mais que tu acceptes de jouer à ce jeu-là, malgré les dangers. Quel est ton rapport, toi, au danger auquel t'es exposé à la mort, peut-être? C'est très intéressant et ça a peut-être choqué beaucoup de monde. Donc, c'est une roulette russe à laquelle j'accepte de jouer parce que je ne me vois pas finir ma vie dans un EMS à attendre que la mort me prenne. J'ai choisi de vivre et d'être heureux parce que je suis heureux là-haut. Mais c'est clair que pour toute ma famille, c'est une discussion qu'on a relativement souvent. C'est pas facile pour eux. Plus pour eux que pour moi. J'essaie de leur expliquer que j'ai pas le même mode de vie que tout le monde. Et surtout, s'il devait m'arriver quelque chose en haute altitude, j'ai insisté pour demander à ce que ma dépouille ne soit pas rapatriée. Il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de peine, c'est que si je meurs en montagne, à 7000, 8000 mètres, ça demande souvent des moyens colossaux. 2, 3 Sherpas qui vont l'année suivante au pic à glace pour essayer de sortir la dépouille, etc. et de ramener pour que la famille puisse faire son deuil. Et ça, je leur ai demandé, s'il vous plaît, non. J'ai pas envie que des gens mettent leur vie en danger pour venir redescendre ma dépouille uniquement pour qu'une famille puisse faire son deuil. J'ai essayé de leur expliquer que si ça arrivait, c'est que ça devait arriver et puis que je serais mort en faisant ce que j'aime, que je sais où je vais après et que voilà, ça doit s'arrêter. J'accepte d'y jouer. Je sais que peut-être qu'un jour ça se passera, mais je suis en paix avec ça. Et j'essaye surtout d'avoir un excellent rapport avec ma famille. Mes parents nous ont toujours dit, ne vous quittez jamais fâchés. Même quand vous allez au boulot le matin, tu sais pas si un coup il y a papa qui prend le vélo, etc. On a grandi. Mes parents ne se quittaient jamais fâchés. Ça peut arriver qu'un accident de voiture, une voiture qui percute le vélo, papa rentre pas à la maison. Et si jamais les dernières paroles, ça avait été une engueulade le matin, il n'y a rien qui est de plus horrible en fait que de vivre avec le fait que les dernières paroles qu'on avait pour la personne qu'on aime, c'était une engueulade. Donc ça m'est arrivé par exemple avant des sommets assez dangereux de demander à mes parents si on pouvait faire un souper, juste en famille, d'aller juste une dernière fois souper avec eux, au cas où. Mais c'est clair que psychologiquement, pour eux c'est bizarre. Pour moi c'est normal. C'est genre comme ça, si jamais demain je suis plus là, ça sera ça vos derniers souvenirs avec moi. Mais c'est clair que ouais, ça choque beaucoup de monde cette partie-là. Ouais, je peux comprendre, mais ouais, c'est... J'essaie de faire les choses le mieux que je peux, sans blesser mon entourage et sans m'empêcher de vivre non plus. Je pense que c'est de toute façon un problème, si je peux mettre des guillemets, que tous les alpinistes ont certainement, je pense. Ouais. La différence, c'est que j'en parle ouvertement et ça fait bizarre. Je sais pas si t'es un lecteur. Très peu. Très peu.
Alors, ma question, c'était si tu as une œuvre littéraire ou cinématographique à conseiller, qu'est-ce que ce serait? Alors, contrairement à beaucoup d'athlètes qui se sont inspirés de plein de bouquins, etc., je lis très peu. Et je m'inspire très peu de livres et de documentaires aussi. J'ai récemment regardé les suites Kaizen parce qu'on m'a dit « Ah, t'es dedans, etc. » Et c'est pas du tout narcissique. C'est pas parce que je suis dedans pendant 42 secondes que... Mais je l'ai trouvé très très bien. Il dépeint la réalité en fait de ce que je viens de raconter maintenant. Kaizen dépeint la réalité de ce qu'est l'humanisme aujourd'hui en ne cachant pas les embouteillages, en ne cachant pas le fait que les Sherpas perdent des doigts à force d'aider les étrangers, machin, parce qu'ils doivent y monter pour le boulot. Celui-là est très bien. Il y a de fortes chances que la plupart des gens l'aient déjà vu. Il y a 41 millions de personnes qui l'ont vu. Mais sinon, droit là, comme ça, j'ai pas de... Ça me viendra peut-être plus tard, mais vu que j'ai pas préparé, il y a rien qui me vient. Pas de souci. T'as champ libre pour parler d'un sujet, d'une cause, d'un projet qui te tient à cœur, en lien ou non avec ce que tu fais? Alors, j'ai pas vraiment de projet autre que ce projet de vie que je poursuis. Mais si vous êtes toujours là après les 1h30, comme j'ai dit, je sais pas me vendre, etc. Mais si ce que j'ai dit résonne en vous, n'hésitez pas à reach out. Je suis quelqu'un qui suis hyper accessible. J'adore discuter avec des inconnus. J'adore tisser des liens. J'adore répondre à tous les messages que je reçois. J'adore aiguiller les gens. Et du coup, si quelque chose que je vous ai dit résonne en vous, que ce soit du côté professionnel, privé, des buts, de la dépression, on va dire ma messagerie est ouverte. Si c'est pour m'accompagner en expédition, parce que vous avez rêvé d'Himalaya vous aussi, puis vous avez des rêves, écrivez-moi et puis on verra. C'est comme ça que les histoires s'écrivent. C'est comme ça que les histoires s'écrivent. Écrivez-moi et puis on verra ce que ça donne. Magnifique. Simon, 1h38, je me suis régalé. Merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai pas vu le temps passer non plus, je t'avoue. C'était vraiment trop cool, donc tout bon pour la suite de ce projet. Et puis merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Je me sens toujours comme un imposteur, mais ça m'a touché quand même. Merci Cyril.